Très bon début de journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu le secteur privé ce lundi dans les locaux de la primature. La synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement des créances de l'État était à l'ordre du jour. Alexis Ouedraogo. Le 23 avril dernier, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le Conseil des ministres s'ouvrait au secteur privé. Une première pour traduire l'ambition de l'État, celle de faire du dit secteur une pièce maîtresse de l'économie. Ce lundi à la primature, l'heure était à la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement de créances de l'État. 6 groupes de travail ont été constitués pour travailler, réfléchir sur un certain nombre de problématiques. C'était des groupes de travail mixtes, État, secteur privé. Et nous rentrons maintenant dans la phase d'analyse du travail de ce groupe. Et à travers cette séance de travail de ce jour, présidée par Monsieur le Premier ministre lui-même, nous sommes dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous permet d'être totalement confiants à ce qu'à l'issue de ce processus-là, un certain nombre de décisions, un certain nombre de points d'arbitrage soient clairement traités. Et pour aboutir à ces résultats probants, l'État a mis sur pied les groupes avec une démarche claire, discuter avec l'ensemble des acteurs, dissocier les points de consensus, ceux nécessitant des ajustements et ceux impliquant l'arbitrage du Premier ministre. Le secteur privé reste l'une des clés incontournables du développement. L'État ivoirien entend en être le plein catalyseur dans le processus de création de richesses. Et le chef du gouvernement prépare la cérémonie inaugurale du Centre d'études prospectives. Selon Patrick Achi, ce groupe de réflexion doit être un vecteur pour promouvoir les modèles économiques et accélérer le développement. On en sait davantage avec Noël Gnagno. Le Centre d'études prospectives CEP, un cercle de réflexion appelé communément think tank. Il sera animé par des cadres du public et du privé, des universitaires, des chefs d'entreprise, des étudiants, des leaders d'opinion et autres. Il est mis sur les rails ce 25 octobre avec une feuille de route. Réfléchir aux questions du passé, aux défis de demain et aux contraintes du quotidien dans un cadre apolitique, indépendant et constructif. Au cœur des réflexions de ce jour du lancement de leurs activités, la zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. Une Afrique grosse de potentialités. 60% des terres arables non exploitées se trouvent en Afrique. Quand je pense à l'Afrique, je pense également aux réservoirs solaires que nous avons. Nous avons 40% des énergies de ce monde. Le paradoxe, c'est que l'Afrique peine à nourrir sa population. La preuve. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population africaine, soit 675 millions de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire et 250 millions de personnes sur le continent sont sous-alimentées. 144 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ceci dans un contexte marqué par une crise économique amplifiée par la pandémie Covid-19. Les agriculteurs producteurs de la subsistance de l'Afrique sont les plus pauvres et les plus touchés par la faim. Ce paradoxe doit être solutionné par le cercle d'études prospectives. Voilà tout le bien que souhaite le Premier ministre aux initiateurs de ce cercle de réflexion. Je crois que le rôle du Centre d'études prospectives est très important pour éclairer les décideurs politiques que nous sommes. Je crois à la vertu de l'étude prospective pour conduire et accélérer le développement. Et je suis convaincu que le Centre d'études prospectives saura être le vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques qui fonctionnent et identifier ce qu'il est convenu d'appeler les best practices. 3 panels de haut niveau, animés par des politiques, des universitaires et des experts, ont meublé ce lancement. Ils ont approfondi les réflexions sur déclaration et action, état des lieux de la sécurité alimentaire en Afrique, les politiques de facilitation des échanges, enfin, les chaînes de valeur agricoles continentales, enjeux et défis.
Lancement officiel vendredi dernier des travaux de la deuxième phase du projet d'opérationnalisation du chemin directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet est né de la volonté des autorités ivoiriennes de doter nos villes des outils de planification susceptibles d'insuffler un développement urbain durable. Jean-Louis Bambou. C'est un document de planification urbaine qui fixe les grandes orientations de l'aménagement et du développement de l'agglomération abidjanaise à l'horizon 2030. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA, reste néanmoins à pas à faire pour lui garantir une mise en œuvre efficiente. En 2013, tout juste à la sortie de la crise, les projections que nous avons faites ne peuvent pas être justes. Quelques années plus tard, nous avons constaté, au regard du dynamisme économique, démographique et spatial de notre agglomération, qu'il y a nécessité de revoir les propositions qui ont été faites. Ce comité d'experts qui se réunit aujourd'hui a pour mission de mettre en place un mécanisme qui va renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du SDUGA, avec notamment l'appui technique et financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. La mise en œuvre de ce schéma directeur permettra notamment au ministère de la Construction d'encadrer le développement urbain durable du Grand Abidjan. Il constitue aujourd'hui le principal document d'orientation spatiale de tous les projets d'infrastructure sur le territoire du Grand Abidjan. Il permet en outre à mon département ministériel en charge de l'urbanisme d'encadrer plus efficacement le développement urbain du Grand Abidjan dans un cadre normatif conforme aux meilleures pratiques et dans une perspective durable. Au cours de cette réunion, les experts ont pu notamment réfléchir sur des questions comme la validation du calendrier et la structure de mise en œuvre du schéma directeur, ainsi que l'année de référence qui devrait être repoussée de 2030 à 2040. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a effectué une visite ce dimanche, une visite de terrain à l'IPNET de Cocody, un centre de correction des copies des concours administratifs de la fonction publique. La ministre veut suivre toutes les étapes du processus d'organisation de ces concours. Grâce Kando. Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNEP. Dans la cour, l'on remarque la présence des forces de défense. La raison, assurer la sécurité. L'IPNEP étant le seul centre retenu pour la correction des copies des 53 concours sur les 353 tenus le 9 et 10 octobre. Les correcteurs, ce sont des enseignants, des fonctionnaires, des professionnels de l'administration qui se sont inscrits. Chacun étant spécialiste dans une matière ou 2 ou 3 matières, c'est possible. Mais en tout cas, c'est en tenant compte de ces spécialités qu'ils ont été sélectionnés et des barèmes qui leur ont été mis à disposition par les unités pédagogiques. Et c'est à la suite que ces enseignants ont pu effectivement corriger toutes ces copies que vous voyez là, qui sont classées par session et par discipline. Pour s'assurer du bon déroulement du processus, la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration s'est rendue sur le site. Ces corrections font partie des innovations apportées dans l'organisation des concours cette année, c'est-à-dire la proclamation des résultats après chaque session. Et je suis venu constater que les copies ont été effectivement corrigées, et bien corrigées. Des notes sont apposées, les correcteurs ont leur nom, ils ont leur signature également. Donc, tout ce contrôle est très bien fait. Les équipes techniques ont toutes les données pour pouvoir faciliter la suite du processus, notamment à la compilation des notes et la mise à disposition des relevés des notes. Et c'est sur la base de ces relevés des notes que le travail sera achevé. Une action qui participe de la crédibilisation et de la transparence des concours. La ministre Anne Ouloto met également en garde. Je n'accepterai aucun fonctionnaire dans l'administration qui aura payé pour entrer à la fonction publique et à éviter de se laisser avoir par ces vendeurs d'illusions. Il se trouve malheureusement que 3 individus se sont permis d'imiter la signature du ministre de la Fonction publique que je suis. Donc nous avons intercepté 3 signatures non conformes dans tout ce process. 2 parmi ces 3 personnes ont été prises hier par la gendarmerie dans un centre à Yopougon. Je voudrais lancer un appel à toutes ces personnes pour leur dire attention, le pays avance bien, les choses changent et que désormais seul le mérite devra compter. Pour rappel, les compositions des concours de la fonction publique ont démarré depuis le 9 octobre
et vont s'achever le 21 novembre prochain. C'est parti pour la nouvelle édition de l'Abissa. La fête patrimoniale du groupe Nzima Kotoko a démarré ce dimanche avec la sortie du Tam-Tam Ndobole. Le point de Isaïo. Grand Bassam, quartier France, le Tam-Tam et Ndobole tonnent devant cette foule nombreuse qui l'accompagne dans les différentes artères de la place Abissa. Cette période d'introspection, dénommée Siedou, marquant la semaine silencieuse, est un moment de valorisation des us et coutumes du peuple Nzima Kotoko, loin des regards des non-initiés. Après une série donc de libations et de conciliabules des gardiens de la tradition, le Tam-Tam donc a été conduit à son lieu de retraite. Et c'est ce qui a soulevé toute cette ferveur à laquelle vous avez pu assister aujourd'hui. Pandémie du coronavirus et inondations à Grand Bassam ont empêché le bon déroulement pendant 2 ans de cette fête traditionnelle du peuple Nzima. Pour ce retour à la normale, les organisateurs rassurent quant aux dispositions sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, les dispositions sont prises. Nous avons, avec les forces locales, également des détachements d'Abidjan qui vont venir épauler nos forces locales ici. Nous travaillons à mettre en place tout un système sanitaire également pour garantir vraiment une santé à tous nos festivaliers. L'Abissa est aujourd'hui une fête populaire qui intéresse tous les Ivoiriens. Je suis content de voir les gens taper et je suis content aussi de voir le monde être présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit forcément que les gens à l'Abissa pour voir comment ça se passe. Et vraiment, réellement, je suis venu, l'Abissa s'est bien passé. Avant le Siedou, la veille, les danses du patrimoine culturel Nzima ont été valorisées en présence du roi de Nzima Kotoko, Sa Majesté Aoula Amon Désiré Tanoué. La période silencieuse de l'Abissa 2021 prend fin le samedi 30 octobre prochain. Suivra automatiquement la semaine festive qui s'achèvera le 7 novembre 2021 à Grand Bassam. Dans le reste de l'actualité, ils ne veulent pas du coup d'État cette nuit. Malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Le coup d'État au Soudan, avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition, suscite une vive inquiétude dans le monde. Et puis Facebook, le géant numérique et les réseaux sociaux a engrangé plus de 9 milliards de dollars, soit 4 500 milliards de francs CFA de bénéfices pour le seul dernier trimestre, et ce, malgré les nombreuses polémiques dont l'entreprise fait l'objet. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.